professeur agrégé, docteur en géographie. Il est le coordinateur du forum École et Nation. Gilles Hardina, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur TV Liberté. Depuis des décennies, l'extrême gauche radicale a le pouvoir dans les universités. Elle y fait vivre un nouveau discours, celui de l'intersectionnalité. Alors j'ai cherché, comme certains téléspectateurs certainement, à comprendre ce qu'était l'intersectionnalité. Et je suis tombé sur le propos de la porte-parole de l'inter-LGBT à l'université de l'UNEF, le syndicat communiste dans les universités, et Clémence Zamora-Cruz m'a pas beaucoup aidé puisqu'elle dit « En tant que femme transgenre racisée, je suis intersectionnelle, mais ma racisation fait de moi une personne plus privilégiée qu'une personne afrodescente, et c'est à cause du colorisme qui crée un privilège entre les personnes racisées. » Donc je me retourne vers vous à nouveau, Gilles Hardina, et là je vous laisse vous décrypter le contexte et les origines de cette intersectionnalité. Alors, merci de m'interroger sur ce sujet, et il faut effectivement commencer par le contexte. Il est fondamental. L'extrême gauche est très influente dans les universités et dans l'éducation nationale depuis des générations. Et cette influence était guidée, avait une espèce de ligne conductrice par le modèle soviétique, qui était très influent via le Parti communiste, via l'UNEF, comme vous le dites, qui avait des accointances avec ce modèle-là. Et le modèle communiste, finalement, s'est progressivement décrédibilisé. Et puis quand le mur de Berlin tombe, en 1989, quand l'Union soviétique disparaît, 2 ans plus tard, cette mouvance d'extrême gauche universitaire perd en quelque sorte sa boussole et se met à la recherche de nouveaux modèles et de nouveaux discours. Et à ce moment-là, les militants radicaux dans les universités vont se tourner vers les États-Unis. Puisque aux États-Unis se développe à l'époque un nouveau discours dit intersectionnel. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'au moment où les États-Unis sont les grands vainqueurs de la guerre froide, avec la disparition de l'Union soviétique, les États-Unis vont imposer leur modèle dans le monde entier, et ils vont même réussir l'exploit à imposer leur propre gauchisme, fait aux États-Unis, en remplacement du modèle plus ou moins soviétique qui a servi de boussole pendant des décennies aux militants. Donc c'est une idéologie d'origine américaine, et ce discours intersectionnel que vous évoquiez avec l'UNEF, c'est finalement une américanisation de l'extrême gauche en France. Vous considérez donc, vous, que le gauchisme intersectionnel, je reprends vos termes, c'est la pensée marxiste, mais une pensée marxiste qu'il considère comme incomplète et qu'il faut donc additionner avec d'autres combats? Exactement, c'est-à-dire que dans cette pensée, donc, qui est assez récente, qui se développe depuis une trentaine d'années au maximum, et en France c'est encore plus récent, il y a l'idée que le mouvement révolutionnaire n'était pas complet. C'est-à-dire que sous l'influence de Marx ou de Lénine, la révolution se construisait surtout sur des analyses économiques et sociales, la lutte des classes, le matérialisme dialectique, etc. Or, ces militants radicaux considèrent qu'il faut une vision beaucoup plus totale, beaucoup plus globale de la révolution, et c'est là où le terme intersectionnalité prend du sens dans leur esprit, c'est qu'il faut connecter toutes les luttes les unes avec les autres. Pas uniquement la lutte des classes, mais il faut également connecter ça avec la question du sexisme et de la lutte entre les genres, entre les sexes, la guerre des sexes. Évidemment, la question qui vient elle aussi des États-Unis, la question raciale, qui est importée, et on le voit en dehors des universités, on l'a vu ces derniers mois avec diverses affaires, la question raciale s'importe également en France. Et puis les questions, vous parliez du collectif LGBTQI+, tout ce qui est idéologie du genre. Et donc, l'intersectionnalité, c'est un discours révolutionnaire qui va en quelque sorte abandonner ces références marxistes classiques, l'idéologie, on va dire le communisme à papa, au profit d'un discours importé des États-Unis qui part dans tous les sens et qui a pour ambition finale de lutter contre toutes les discriminations simultanément. Parce que dans leur esprit, si vous vous concentrez uniquement sur les questions d'inégalité sociale, vous passez à côté de lutte et vous ne pouvez pas avoir un projet vraiment révolutionnaire. Voilà, c'est ça la. Est-ce que vous alliez jusqu'à dire que même le Parti communiste, lui, a accepté cette dimension de ce combat, oubliant le communisme à la papa et se lançant dans toutes les formes de communautarisme? Oui, c'est que le Parti communiste français a
clairement évolué sur des questions très concrètes, par exemple sur la question de l'homosexualité, qui était quelque chose de réprimé, de tabou dans le système soviétique, avec une répression d'ailleurs assez terrible. Les communistes n'aiment pas trop qu'on leur rappelle cette histoire-là, qui est pourtant réelle. Et puis aujourd'hui, ils sont très engagés dans tout ce qui est gay pride, etc. Donc il y a eu une évolution sur ce thème-là, et puis sur beaucoup d'autres thèmes. Même évolution du côté du Parti communiste, le rapport à l'islam. Le Parti communiste aujourd'hui est clairement orienté vers ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire l'alliance de circonstances entre les islamistes et les gauchistes, alors que pendant la période soviétique, il y a eu une désislamisation des territoires occupés par les soviétiques, la guerre contre les djihadistes en Afghanistan. Donc là, il y a un changement radical entre la période soviétique et le gauchisme aujourd'hui, sur la question de l'islam aussi. Il y a une évolution qui est importante, et j'insiste là-dessus, on est dans une nouvelle époque. On ne peut plus comprendre l'extrême gauche en lisant Lénine ou en lisant Trotsky. Il faut maintenant comprendre cette idéologie américaine que nous subissons dans les universités aujourd'hui. Alors, j'ai une question à vous poser. Elle est simple. Je me dis, mais vous êtes Gilles Ardina, professeur université, vous avez travaillé à l'université, vous êtes finalement dans ce milieu-là, même si vous en estrayez par vos positions et votre discours. Mais néanmoins, vous faites partie de ce petit monde. Et est-ce que c'est pas ce discours que vous dénoncez, intersectionnel, qui est un discours caricatural, sans aucune pertinence, qui n'est pas naturel d'ailleurs, est-ce qu'il n'est pas finalement minoritaire, et toujours dans votre petit monde, mais dérisoire pour le reste du monde? Alors justement, il faut prendre très au sérieux ce discours-là, parce qu'il peut apparaître complètement farfelu. On pourra prendre certains éléments si vous le souhaitez. Il est effectivement minoritaire. Dans les faits, c'est très peu de militants. Mais l'histoire, notamment dans les universités, démontre que des minorités agissantes, ultra-virulentes et fanatisées, arrivent à imposer leurs idées, même quand elles sont aberrantes, avec des choses très concrètes. C'est que, par exemple, les études de genre sont en train de se banaliser et d'avoir une caution institutionnelle, comme les études décoloniales. Les directions d'université sont tout à fait complaisantes vis-à-vis de ces militants, et il est important, justement, de comprendre cette idéologie pour pouvoir la contrer, pour pouvoir la combattre. Mais vous allez très loin. Vous dites par exemple qu'à force de se vouloir antiraciste, le discours intersectionnel, eh bien, il réhabilite en réalité le racisme. Bien sûr. C'est pas vous qui êtes caricatural. Alors, il n'est pas nécessaire de caricaturer ces gens-là. C'est ça qui est pratique, c'est qu'ils sont dans une outrance telle qu'ils sont leur propre caricature. Les militants intersectionnels, par exemple, organisent des réunions en non-mixité raciale. C'est-à-dire que les Blancs, pour dire les choses clairement, sont interdits au nom de l'émancipation dans certains ateliers, dans certaines réunions. Donc vous voyez, c'est la ségrégation qui revient à l'université au nom de l'antiracisme. Et puis il y a tout ce vocabulaire dans la mouvance indigéniste, où on va parler de personnes racisées, on va parler de privilèges blancs, on va parler de blanchité. Tous ces termes-là, qui sont des termes outranciers, extrêmement agressifs, qui n'ont pour but que de diviser la société, de victimiser les personnes de couleur et d'accabler l'homme blanc de tous les maux de l'humanité. Ça, c'est un véritable racisme, cette attitude de ségrégation et de division de la société. Pourtant, ce ne sont pas seulement des gens de couleur, comme on le disait dans le temps, qui prônent ce discours-là. Beaucoup de gens qui sont des blancs dans l'université, dans ces syndicats, et qui prônent ce type de discours. Tout à fait, mais là, il y a un côté un peu masochiste, c'est-à-dire que ces militants, et d'ailleurs quand ils se présentent entre eux dans les réunions, ils vont même s'excuser, s'excuser d'être blancs, s'excuser d'être un milieu social favorisé, s'excuser d'être telle ou telle étiquette, parce qu'ils se considèrent du coup comme émanant d'un monde soi-disant privilégié, et donc ils se sentent obligés de s'excuser vis-à-vis d'un monde qu'ils estiment discriminé ou victime d'injustice. Donc effectivement, on va trouver des petits blancs dans ces milieux-là qui vont eux-mêmes battre leur coulpe contre leur propre pays, leur propre histoire. Donc c'est assez atterrant, effectivement. Ils sont aussi plus fascistes que les fascistes. Ce sont des fascistes rouges. Ils en ont les méthodes, c'est-à-dire l'hystérie, la violence, l'intolérance. Ces gens-là ne supportent pas la démocratie, ne supportent pas le pluralisme. Et limite ça, presque ils l'assument. Ils savent qu'ils sont minoritaires et qu'ils ne gagneront qu'avec la violence et l'intolérance. Et donc leur Vous avez posture... des cas précis de ça ? Quand, par exemple, des militants vont interdire certains événements dans les universités,
où une pièce d'Eschyle, par exemple, est considérée comme raciste et donc on va interdire. Quand un académicien comme M. Finkielkraut déchaîne une hystérie et une bagarre parce qu'il est invité dans une université. Et des exemples comme ça, on en a énormément. L'hystérie est leur seul outil puisque leur idéologie est complètement absurde. Au nom du progressisme, il véhicule, dites-vous, une vision totalitaire en attribuant à chacun, là encore je vous cite, un étiquetage. Oui, alors ça c'est un des aspects les plus aberrants, c'est que ces gens-là ne vont pas vous définir par exemple en fonction de votre personnalité, de vos qualités morales, de vos centres d'intérêt, de votre positionnement politique, d'être de droite, de gauche. Ils vont vous positionner par rapport au fait que vous êtes blanc ou de telle autre couleur, que vous avez telle orientation sexuelle, que vous avez telle origine sociale, que vous avez tel et tel déterministe. C'est une vision qui nie en quelque sorte la personnalité des individus, ça vous met dans des cases, et en fait c'est une vision affreusement déterministe. Vous pensez que tout cela a progressé de manière dangereuse, qu'il faut maintenant prévenir les gens? Alors voilà, la brochure que l'on a publiée... Ça s'appelle le gauchisme intersectionnel, une idéologie anti-républicaine et antidémocratique à l'assaut de nos universités. Voilà, étant très proche, vous l'avez rappelé, du monde universitaire, je peux vous confirmer que ces gens-là ont une véritable audience. Ils arrivent à imposer leurs idées avec la complicité des directions d'université. Et même si cette idéologie, au départ, peut apparaître pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un délire total, une dinguerie, il faut le prendre au sérieux, parce que si on laisse ces gens faire, ils vont imposer, avec les méthodes que je vous ai décrites, leurs idées, alors que l'université devrait être l'inverse. L'université, ça devrait être l'excellence, le pluralisme, la liberté d'expression, tout ce que ces gens-là veulent interdire. Vous parlez aussi des dérives du néo-féminisme, la haine des hommes et la vulgarité. Il y a eu quand même des progrès grâce à cela, non? Alors, la cause des femmes est un sujet... C'est toujours l'avocat du diable, vous le savez. Oui, mais je le sais, mais effectivement, ça me permet de bien préciser que la cause des femmes est une juste cause, qu'il y a des problématiques sociales, sociétales, spécifiques aux femmes qu'il faut en prendre compte, défendre la féminité, des tas de sujets sont importants. Le féminisme, c'est une façon dévoyée, en réalité, de défendre les femmes sur des choses parfaitement saugrenues. C'est-à-dire que l'écriture inclusive, qui est l'un des grands dadas, qu'ils arrivent d'ailleurs à imposer dans de nombreuses universités, cette écriture inclusive est en train de se banaliser, au désespoir d'ailleurs de tous les amoureux de la langue française. Ils imposent des choses grotesques comme l'écriture inclusive ou des combats complètement grotesques, mais en étant incapables, par exemple, d'aborder les vrais problèmes. Les femmes sont les premières victimes de l'ensauvagement de la société. Comment peut-on protéger les femmes? Ces questions-là devraient intéresser les féministes, mais pas ces féministes intersectionnels qui sont dans des délires contre un ennemi imaginaire, c'est le patriarcat blanc, donc une espèce comme ça d'oppression parfaitement imaginaire, puisque notamment à l'université, non seulement les femmes sont très bien acceptées, mais en plus elles sont plus nombreuses et elles réussissent mieux que les hommes. Donc si vous voulez, ces gens-là ont quand même une sacrée imagination d'expliquer que les femmes sont victimes à l'université ou dans la société française d'un sexisme systémique. Il y a des combats sociaux quand même, l'égalité des salaires, etc. C'est un combat qui n'est pas totalement gagné quand même. Qui n'est pas gagné, mais qui est très mal posé en fait par ces gens-là, avec des espèces de happenings aussi complètement vulgaires, avec sur le modèle un peu des fémènes, une hystérisation qui ne sert pas clairement la cause des femmes, et qui même la dessert par un sectarisme et par une agressivité de tous les instants, et un ressentiment, il faut bien le dire, contre les hommes chez une partie importante de ces militantes. Vous n'êtes pas un lecteur de Judith Butler, c'est clair. Vous avez fait cette brochure, qui se veut un manuel d'information, c'est ce qui est indiqué, pour les étudiants. C'est-à-dire que c'est vraiment destiné, vous allez le distribuer dans les universités. On va le distribuer dans les universités pour expliquer aux étudiants qui vont souvent être un peu sidérés. Parce que quand on entend ce charabia, avec des personnes racisées, des personnes LGBTQI+, le racisme systémique, la racisation, tous ces trucs-là, on est d'abord sidéré. Et donc le but, c'est de comprendre ce délire pour que les étudiants sachent quoi répondre. Chez l'Ardina, moi j'ai été étudiant longtemps, mais c'est quand même dans les universités françaises. Oui. Quand je n'étais pas d'accord avec un professeur, soit je disais rien, mais je n'étais pas d'accord, soit je m'élevais contre le propos tenu. On a le sentiment que les étudiants ils peuvent entendre n'importe quoi, ils ne réagissent pas. S'ils ne réagissent pas, c'est peut-être qu'ils sont d'accord. Alors, c'est surtout qu'ils sont pour beaucoup dépolitisés
et qu'ils sont mal informés sur ce sujet. Parce que c'est quelque chose de nouveau, face à la nouveauté, on peut être désemparé. Et donc, le but de cette brochure, c'est d'être en quelque sorte un lanceur d'alerte, en vous disant, il y a ces individus fanatisés dans nos universités, qui font des stands, des manifestations, des assemblées générales, comprendre leur idéologie pour pouvoir répliquer, leur dire non. Non, le privilège blanc, c'est une affabulation. Non, l'idéologie du genre est également une affabulation, de Judith Butler, d'ailleurs, que vous citiez tout à l'heure. Être capable, tout simplement, ces gens-là, de leur dire non, parce qu'ils ne réussissent à l'université que parce qu'il n'y a personne en face d'eux pour leur dire d'arrêter leur délire. Est-ce que plus largement, l'idée d'École et Nation, votre association, c'est de faire la reconquête des universités? Vaste sujet. D'autres ont essayé. Oui, alors, ce n'est pas spécifiquement sur les universités. École et Nation, c'est un groupe de travail constitué d'élus du Rassemblement national sur le thème de l'école de manière plus vaste, de la maternelle jusqu'à l'université. Il est vrai que là, pour la rentrée 2020, on s'est mobilisé sur l'université sur ce thème qui me semble très important de la dérive de l'extrême gauche, et il faut bien le dire aussi de sa décadence morale. Donc, on traite des universités, mais de tous les sujets. Le secondaire notamment, puisque je suis maintenant professeur en lycée, est l'un des sujets que l'on traite. Ce que je ne comprends pas, si vous voulez, et vous allez m'expliquer cela facilement, c'est que vous dites, bon ben voilà, on part à la reconquête, mais on ne voit pas qui est-ce qui a vraiment la volonté politique de le faire. On est proche du Rassemblement national. J'ai regardé le projet présidentiel de Marine Le Pen. Vous y avez sûrement participé, vous l'avez lu, vous l'avez fait comme moi, lu avec attention. Il y a un point 106 sur les universités, évoquant la sélection par le mérite. Rien sur la politisation dans les universités, qui date au minimum de 1968. Au minimum. Plusieurs choses. 46 pour d'autres. Déjà, un programme présidentiel, de toute façon, c'est des grandes orientations générales qui s'adressent à toute la population. On ne peut pas effectivement rentrer dans le détail. Mais justement, le Rassemblement national et le Forum École et Nation, nous sommes les lanceurs d'alerte, nous sommes les premiers à porter le combat sur ce terrain. D'accord, vous êtes un lanceur d'alerte pour les Français, vous êtes un lanceur d'alerte pour le Rassemblement national, qui se motive sur ce sujet. Non, c'est un lanceur d'alerte à destination des étudiants et des Français d'une manière générale, parce que si les universités sont conçues comme des pépinières pour tous ces délires idéologiques, ces délires indigénistes, ces délires décoloniaux, anticapitalistes, etc., c'est évidemment pour que l'université serve de base pour ensuite infuser dans toute la société. C'est pour ça qu'il est important que les étudiants soient informés de ces choses-là, qu'ils soient capables de réagir et de répondre quand ils seront interpellés sur leur campus. Qui est le responsable de tout cela, de cette minorité qui agit? Les professeurs qui se taisent? Les directeurs des universités? Les patrons d'universités qui ont peur? Les ministres qui ne font rien? Les syndicats qui participent? Je crois que vous avez donné la réponse. C'est qu'il y a une démission, effectivement, une lâcheté, une complicité des directions d'université qui est évidente, une complaisance également, et puis surtout une passivité. Moi, ce que j'observe à l'université, par exemple, de lettres de Montpellier, que je connais très bien pour y avoir été étudiant, pour y avoir enseigné, c'est la passivité des étudiants qui, face à des groupuscules ultra minoritaires, se laissent en quelque sorte mener comme ça dans des combats, dans des blocages, dans des situations parfois aberrantes. Et donc, on est là aussi pour que la majorité silencieuse, les gens de bon sens, les gens de bonne foi, se réveillent et soient capables de dire non quand un hurluberlu vient leur parler de l'idéologie du genre ou des délires de Judith Butler. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? Quelles sont vos propositions? Parce que là, il y a une dénonciation. Oui. Mais la proposition, qu'est-ce qu'on dit à ces étudiants? Simplement... Si vous aviez devant vous vos étudiants, avec la possibilité de leur dire, voilà, je présente École et Nation, voilà ce que je veux, la société que je veux, c'est laquelle? Dites-moi. Alors, sur cette question précise du gauchisme à l'université, sur cette brochure, c'est simplement leur dire non. Leur dire à ces militants que tout ce qu'ils disent n'a aucun rapport avec la réalité, que c'est un délire idéologique total. En étant capable simplement de les réfuter, de les contredire, quand les étudiants de bonne volonté, qui viennent d'ailleurs de toute tendance politique, la capacité de contredire ces gens-là sera déjà une grande victoire. Qu'est-ce que vous leur proposez? Quelle est la société que vous leur proposez? Est-ce que propose une société
Elle ne vous plaît pas, vous considérez qu'elle est antidémocratique et anti-républicaine. Certes, c'est quoi votre société? Qu'est-ce qui peut motiver des étudiants à vous rejoindre, à vous écouter et à vous adopter, si j'ose dire? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'université, selon nous, au Forum, est un service public au service de l'excellence universitaire, et non pas d'un délabrement comme ça idéologique, du pluralisme. Il doit y avoir du pluralisme à l'université. Et justement, c'est aux acteurs politiques de se mobiliser. Il ne va pas naître comme ça par magie. Il faut que les gens qui sont l'ultra-majorité, qui ne cautionnent pas ce genre de dérive, soient capables aussi de prendre la parole, de réagir, de se politiser, de monter des associations. À notre échelle, c'est ce qu'on essaie de faire, de motiver les jeunes, et on va leur distribuer cette brochure pour ça, de les réveiller. Et d'une manière générale, dans la société française, on souhaite que l'université donc reste ce grand service public avec une exigence, c'était dans le programme présidentiel, vous l'avez dit, sur le mérite. Donc nous, par exemple, concrètement, on assume le principe de la sélection. Pas uniquement d'ailleurs à l'université, il doit se faire avant aussi. Donc on a une vision, c'est tout simplement une université à l'image de la société, c'est-à-dire qu'elle soit pluraliste, et qui ne soit pas le laboratoire comme ça de gens complètement farfelus et complètement extrémistes. Il y a beaucoup de jeunes, on le sait, qui votent pour le Rassemblement national, qui votent d'ailleurs pour Madame Le Pen quand elle est candidate à la présidentielle. Et ils sont où après ? En termes de militantisme. De militantisme, d'action, de progression des idées, ils sont où ? Alors, au sein des universités, c'est vrai qu'il est difficile de s'organiser parce qu'il y a une hégémonie, une véritable force de la gauche. On le sait, c'est un des points de force. Et justement, on vient en quelque sorte, les titiller sur leur propre terrain. Ce sera déjà une première étape. Ensuite, les jeunes, effectivement, se manifestent à Génération Nation, qui est l'organisation de jeunes du Rassemblement national, et aussi parmi les élus. C'est-à-dire que le Rassemblement national s'est toujours évertué à donner une grande place aux jeunes parmi les élus, Jordan Bardella étant l'exemple emblématique, mais dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux, il y a énormément de jeunes. Et donc plutôt que de discriminer les gens en fonction de leur couleur de peau, d'une pseudo-orientation et de délire, on donne la chance à tout le monde, y compris aux jeunes, qui ont souvent du mal à s'imposer d'ailleurs dans le monde politique. On laisse leur chance à ces gens-là. Forum, École et Nation, la dénonciation aujourd'hui du gauchisme intersectionnel, c'était sur TV Liberté. Merci Gilles Ardina. Et merci pour l'invitation.